Bonjour, Aslam Alwan, Marhaba. Je m'appelle Taous et je vais vous présenter Mashahou. Mashahou est un podcast de conversations intimes avec des Algériens et des Algériennes qui entreprennent dans le milieu artistique et culturel. Ils ont en commun d'être passionnés, créatifs, imparfaits, inspirés et surtout inspirants. Ils font de leur mieux et ils font. Chaque épisode vous fera découvrir une nouvelle personnalité, son parcours et ce qui l'a poussé à tracer son propre chemin. Nous allons nous retrouver une fois par mois, durant 1 heure environ. J'espère que cela vous inspirera, que cela vous chatouillera les oreilles. En tout cas, j'ai un immense plaisir à partager avec vous ces moments intimes. Mashahou, Mashahou. Dans cet épisode, je rencontre Amina Salem Castin, productrice audiovisuelle. Avec Amina, nous avons parlé de sa place en tant que femme productrice dans le monde audiovisuel. Nous nous sommes posé la question de qu'est-ce que l'identité algérienne. Nous avons aussi rigolé autour de la maternité et de la parentalité. Et nous avons discuté du syndrome de l'imposteur et de son amour pour l'Algérie. Mashahou, Mashahou. Avant de laisser Amina vous chatouiller les oreilles, je voulais simplement vous dire qu'entre l'enregistrement de cet épisode et sa diffusion, il y a eu quelques changements pour elle, et pas des moindres. En effet, Amina et son époux ont créé et ouvert Alpha Tango, le premier studio de tournage en Algérie équipé de la sorte. Cet ovni, comme ils le nomment, met à la disposition des artistes créateurs tous les moyens et les process dont ils ont besoin pour voir naître et grandir leurs projets. Bonne écoute. Bonjour Amina. Salut. Ça va ? Ça va et toi ? Ça va, merci. Merci beaucoup d'être là. Merci de m'avoir invitée. Franchement, merci parce que pas l'enthousiasme, parce que je ne peux pas lire l'enthousiasme à travers mail parce qu'on ne s'était jamais rencontrés, mais en tout cas, le oui direct, sans réellement poser beaucoup de questions, voilà, j'ai pas d'autres mots, mais en tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup d'être là. Merci d'avoir pensé à moi. Un exercice assez difficile pour certains. Oui. Est-ce que tu peux te présenter à nous ? Oui, alors je m'appelle Amina Salem Castin, de mon nom d'épouse. Oui. Je suis productrice en audiovisuel. Donc voilà, qu'est-ce que je dois dire de plus ? Effectivement, c'est difficile, Tu es née où, Amina ? Alors, je suis née à Alger. Oui. J'y ai vécu 12 ans et ensuite je suis partie au Canada. Ah, donc tu as grandi au Canada ? Ouais. Et ça fait quoi de grandir au Canada ? Ah bah écoute, j'ai adoré ça. Ouais. Peut-être pas la première année parce que quand on y est allé, c'était un peu en catastrophe. Ouais. Donc je réalisais pas trop ce qui m'arrivait. Quand j'ai réalisé qu'il y avait 1 mètre de neige autour de moi et qu'il faisait très froid et que je connaissais personne, là je me suis dit oups, où est-ce que je suis ? Ouais. Mais après j'ai adoré. Ouais. J'ai adoré faire mes études là-bas, j'ai adoré grandir là-bas. Et puis j'étais contente de repartir aussi 17 ans plus tard. Ouais. Ouais. T'es rentrée en quelle année ? 2009. Ouais. T'avais quel âge ? J'avais quel âge en 2009 ? Ça se pose pas ce genre de question. On pose toutes les questions. Donc en fait, t'es arrivée à 12 ans au Canada. Ouais. Voilà. Bah là, et tu en fais 2009, non, pas du tout. Et en 2009, tu rentres. Donc t'es adulte. En 2009, je rentre adulte. Ouais. Voilà, oui. Et pourquoi t'es rentrée en Algérie ? Alors, j'étais pas du tout prédestinée à rentrer un jour. Quand on a quitté l'Algérie, moi, j'y ai pas mis les pieds pendant toutes ces années. En fait, jusqu'à 2009, j'y suis pas allée. D'accord. J'y suis pas retournée. Donc, vraiment, c'était un pays qui n'existait plus, enfin, qui était un vague souvenir, mais auquel je pensais pas du tout y retourner un jour. Et puis, un jour, mon père me dit, bon, quand même, c'est ton pays, tu devrais venir.
au moins voir. Et donc j'y suis allée pour lui faire plaisir, mais vraiment pour lui faire plaisir. Ouais. Et quand je suis arrivée, je sais pas, je m'y attendais pas du tout, mais c'était très riche en émotions. Je suis allée sur la tombe de ma grand-mère, je suis allée dans mon ancien lycée, je suis allée dans notre ancienne maison. Et c'était super, super émouvant. Et d'un coup, je me suis dit, ah ouais, j'appartiens à ce pays-là, ça fait partie de moi. Donc c'était assez intense comme voyage. Et puis 1 an plus tard, donc j'y vais avec mon copain à l'époque qui est devenu mon mari. Et on avait dans l'idée de quitter le Canada parce qu'on en avait marre du froid, parce qu'on avait envie de vivre autre chose. Et il me dit, mais pourquoi on ne s'installe pas ici? Et là, je fais, mais n'importe quoi, qu'est-ce qui t'arrive? Et puis on a tenté, on s'est donné 6 mois et au bout de 3 semaines, on était déjà super installés, on avait le boulot, on avait tout et voilà, on a fait nos enfants ici, on est ici, on est très heureux d'être là maintenant. Ouais. Mais c'était vraiment inattendu. Ouais. Et du coup, maintenant, ton lien avec le Canada, c'est quoi? Alors c'est mon pays d'adoption, donc je l'aime autant que l'Algérie. J'y vais quand je peux, parce que c'est loin, c'est pas évident. J'ai toujours plein d'amis là-bas, j'ai encore de la famille là-bas. Voilà, j'y ai vécu plus d'années qu'en Algérie au final, donc c'est sûr, c'est ma deuxième maman, quoi. C'est ma deuxième patrie. Et tu en parles avec tes enfants du Canada? Beaucoup, oui. Et puis je les emmène, ils sont canadiens aussi. Oui. Donc oui, ça fait partie d'eux, ouais. Même s'ils sont nés ici, ils savent que maman a vécu un bon moment là-bas. Ouais. Alors donc tu as 2 enfants, c'est ça? 2 petits garçons, ouais. Comment tu leur expliques ton métier? Alors c'est vrai que c'est pas évident. C'est pas évident du tout. C'est surtout eux comment expliquent notre métier, comment ils expliquent notre métier à l'école. Oui. À chaque fois, c'est très... Alors, qu'est-ce qu'on leur dit? On leur dit qu'on fait des films. Oui. Qu'on fait des films, qu'il y a différents styles de films. Il y a des films publicitaires, il y a des documentaires, il y a de la fiction. Donc, on essaie d'expliquer un peu tout ça. On les emmène avec nous sur les tournages pour qu'ils voient un peu comment ça se passe. Oui. Et puis voilà, après, quand ils nous disent... Enfin, je crois qu'ils adorent ça déjà. Le petit, on l'a déjà fait jouer dans une pub. Ouais. Il a adoré l'exercice. Ouais. Ils ont quel âge? Le plus grand, il aime être derrière la caméra. Ils ont quel âge? Alors, 7 et 5. D'accord. Ouais, donc... Ouais. Donc maintenant, ils comprennent et puis ils sont... Non, je crois qu'ils sont très contents de raconter ce qu'on fait à leurs copains. C'est pas très commun, disons. Ouais. Et toi, quand tu étais petite... Quel est le métier que tu voulais faire? Ah, moi, je voulais être psy. Je rêvais d'être psy. Et je vais te dire, productrice, c'est pas loin. C'est ça. Tout se tourne autour de la psyché. Non, j'aime l'humain. J'ai toujours aimé l'humain. J'aime avoir à gérer une équipe, à travailler en équipe. C'est ce que je trouve beau, c'est ce qui me passionne dans ce que je fais. Et quand j'étais petite, oui, je voulais être psy. J'adore écouter les gens, j'adore les conseiller. Plus les écouter que les conseiller, parce que bon, au final, ce qui est important, c'est de parler et de s'entendre. Oui. Et donc je pense être une bonne oreille. Je pense bien porter mon prénom d'ailleurs. Ah, qui veut dire quoi, Amina? Amina, c'est la confiance. Donc je pense qu'on peut me faire confiance. Ouais. J'aime être à l'écoute. Ouais. Donc petite, tu voulais être psy. Ouais. Et quand est-ce qu'il y a eu le déclic? Alors il n'y a pas du tout eu de déclic. Ah, ça c'est bien. Moi, c'est tout un concours de circonstances. Tout ce qui m'est arrivé. Bon, je dis pas que je l'ai pas cherché parce que ce qui nous arrive, on le cherche un petit peu. Mais moi, j'ai bossé. En fait, j'ai fait une école de commerce. Oui. Et pendant mon école de commerce, j'étais vendeuse dans une boutique. Oui. Pour payer un peu mes études. À Montréal. À Montréal, ouais. Et puis, je travaillais avec une fille dont le frère montait un studio de post-prod son. D'accord. Et il cherchait une coordo. Et donc elle lui a parlé de moi et moi je sortais d'HEC et il m'a passé un entretien et il m'a prise. Et donc j'ai commencé en tant que coordo dans un studio de son. J'ai adoré ça et puis je voyais passer les producteurs, les productrices, je voyais un peu tous les corps de métier.
Et ce qui me passionnait, c'était ça, c'était la prod. Donc je me suis dit, tiens, il faut que je trouve un moyen d'y arriver. Donc quand j'ai quitté Boogie Studio, donc le studio dans lequel je bossais, j'ai d'abord monté une boîte de doublage. D'accord. Et quand on est arrivé en Algérie, donc Thomas, mon mari étant réalisateur, j'ai fait un peu le tour des boîtes de com pour le présenter en tant que réal. Et en fait, il l'engageait, mais il m'engageait avec lui en tant que directrice de prod. D'accord. Ça s'est fait vraiment comme ça. On m'a dit, oh, tiens, ça n'existe pas, les TV prod, c'était pas trop un concept qui existait, un profil qui existait, etc. Et donc il me disait, voilà, on a besoin de quelqu'un pour organiser les prods. Et donc je travaillais comme ça au début, et puis de fil en aiguille, voilà, je suis montée, et puis je suis devenue productrice. Oui. Voilà. Et vous avez monté Bang Bang. Et on a monté Bang Bang. Alors en fait, Bang Bang, c'était nos deux associés qui l'ont monté, donc les Karim et Amine Bengana, deux frères. Et avec Karim, on avait bossé ensemble sur un projet en freelance. Le courant était bien passé. Il m'avait contacté pour l'aider pour un de ses projets par la suite. Et puis on a fait un dîner tous les quatre. Et à la fin de ce dîner, on a décidé de s'associer. Ouais. Et voilà, l'aventure est partie de là. Et j'en suis ravie. Ça se passe super bien. Donc, Et le mot Bang Bang existait avant ? Bah oui. C'était, la structure était déjà là avec Amine et Karim. Ouais. D'accord. Et du coup, Thomas et toi, vous avez intégré le Bang Bang en quelle année ? Il y a 3 ans. Il y a 3 ans. Ouais. Ah ouais, d'accord. Ouais, okay. ouais. Est-ce que tu as un film de chevet ? Alors, j'en ai plusieurs. Qu'est-ce que j'ai envie de répondre à cette question ? Tu sais, c'est une question... Oui, je t'écoute. Hein. Ouais, je sais que tu prends ton temps. m'écoutes. Prends ton temps, il n'y a pas de problème. Écoute, moi j'adore les films, encore une fois, qui traitent de l'humain et de la psychologie humaine. Oui. Donc j'aime beaucoup les Almodovar. Je vais dire Volver, mais franchement, il y en a tellement d'autres. Il y en a plein. Ouais. Et alors là, tu as répondu aussi à ma deuxième question. Ma deuxième question, c'était quand on te propose un projet en tant que productrice, alors je présume qu'il y a des oui et il y a des non. Comment le oui vient de ta part ? Comment tu acceptes un projet ? Alors, comment un projet peut t'intéresser en fait ? Alors déjà, chez Bang Bang, j'accepte pas seul. On est 4 associés et on prend la décision à 4. Enfin, on fait un vote et puis la majorité l'emporte. Et la manière dont on fonctionne, donc on lit évidemment le scénario. Il faut que le scénario nous plaise, ça, c'est clair. Et puis après, on rencontre l'auteur et c'est sûr qu'il faut que le courant passe, quoi. Il faut qu'il y ait un truc... ça s'explique pas trop, quoi. C'est un peu comme ton mail où tout de suite je t'ai dit oui. Ça part un peu comme ça. Ouais. Et est-ce que tu t'es déjà retrouvée dans des situations où le projet te plaisait grave, et sauf que la personne et le feeling ne passaient pas ? Oui. Comment on fait ? On fait pas. Donc c'est vraiment l'humain qui passe avant. Le projet appartient à cette personne-là, donc non, si ça passe pas, ça voudra dire que le tournage sera horrible. Ça veut dire que la suite, c'est vraiment faire un film, c'est long et on est dans un espèce de petite, on monte une petite famille. Pour faire ce projet-là. Et donc, si d'entrée, ça se passe pas bien, enfin, c'est comme en couple, quoi. Si dès le départ, il y a plein de problèmes avec le type, on arrête tout de suite, quoi. Il vaut mieux. On commence pas du tout. Ou on commence pas du tout. Si on arrive à le flairer à des kilomètres, on commence pas, Et selon toi, là, tu me parles de l'humain depuis tout à l'heure, quelles sont les qualités humaines pour être productrice ? Je pense qu'il faut ne pas avoir peur de prendre des risques. Je pense qu'il faut être à l'écoute, vraiment, vraiment. Et
Et puis savoir travailler en équipe, parce que c'est pas du tout un métier qui se fait seul, quoi. Tout le monde est indispensable. Il y en a pas un plus important que l'autre dans une production. On est tous très importants. Ouais. Et donc voilà, savoir travailler avec les autres, être à l'écoute des autres et puis voilà, travailler avec son cœur, parce que c'est un métier de passion. C'est pas... Il faut aimer. Si on n'aime pas, on ne tient pas dans ce domaine, parce que c'est vachement dur. On a l'impression comme ça que c'est tout beau quand on voit Cannes. Les photos, quand on voit les photos de Bang Bang, de trucs. Waouh, c'est la fête tous les jours, mais c'est pas. Il y en a, oui, il y a de ça, heureusement, mais il n'y a pas que de ça. C'est quand même dur. Ouais. Déjà, c'est dur de monter. Financièrement, de monter un projet, surtout en Algérie. Donc on se bat fort pour avoir assez de sous pour pouvoir faire quelque chose de bien. Après, on se bat humainement parce que c'est que des relations humaines, et puis nous, on a tendance à être susceptibles, on a un caractère bien trempé, nous les Algériens. donc humainement, c'est pas évident ici, parce que c'est vrai qu'on a tendance à mêler le pro du perso. Il y a beaucoup d'affect qui se met, oui. Déjà, le domaine veut ça, mais en plus, l'algérianité veut ça. Ouais, c'est vrai. Donc, et je m'inclus dedans. Hein, oui. Je suis pas. Voilà, je m'exclus pas. Et après, dans les difficultés, il y a tenir sur le temps, dans le temps, parce qu'il y a l'idée au départ, mais après il y a développer cette idée, il y a se mettre d'accord, il y a monter l'équipe, et ensuite il y a le tournage parfois qui est difficile, parce qu'on peut travailler pendant plusieurs heures. On fait des tournages de nuit, on fait des tournages qui sont assez physiques, où il y a beaucoup de déplacements. Donc pour les techniciens, c'est assez sportif. Ouais. Et puis après, il y a toute la post-prod où, là encore, il ne faut pas lâcher le projet. Il n'est pas encore accouché. Oui, c'est ça. donc voilà, c'est dur, mais c'est super excitant et très, très, très enrichissant à tous les niveaux. Ouais. À part financier, peut-être. Après, ça dépend l'amour que l'on a pour l'argent. Voilà, c'est ça. C'est différents niveaux, différents degrés. Donc en fait, si je comprends bien, au niveau de Bang Bang, tu es la seule femme. Je suis la seule, ouais. Et je suis entourée de mecs. T'es entourée de mecs. Et du coup, est-ce que tu es née femme ou tu es devenue femme ? La question qui tue. Je suis née femme, je suis née femme. Non, on le devient, je pense. Enfin, oui, je suis née fille. Ouais, déjà. Mais après, devenir femme, non, ça vient avec le temps, ouais. Ouais. Après, je suis pas, comment dire. J'aime pas faire la distinction homme-femme. J'aime, comme je te disais, moi, c'est l'humain. C'est l'humain, ouais. Il n'y a pas de différence, si ce n'est physique, quoi. Mais après, on est plus ou moins fait du même... Enfin, voilà, on a... Ouais. Je sais pas. Cette question de la femme, je suis peut-être pas la bonne personne... Et tu es une femme. Oui, c'est vrai, oui, c'est sûr. Une super belle femme. Alors, vous la voyez pas, mais elle a une chevelure splendide de lionne, les cheveux bouclés, elle a un sourire à tomber, elle a des bagues, elle est super coquette. Elle est super solaire, elle a un beau sourire. Ouais. Et du coup, toi, dans ton milieu professionnel dans lequel tu évolues, qui, je présume, est bienveillant, et c'est pour ça que voilà, vous êtes associés, que ça dure déjà depuis 3 ans. Tu ne sens pas du coup cette différence-là entre les hommes et les femmes, à part physique, quoi. Et en tant que maman, là, tu me disais, on fait des tournages de nuit, c'est assez difficile. C'est très compliqué. C'est vrai que ça c'est dur. J'ai beaucoup de chance. C'est que on s'est créé un espèce de cocon
à Sidi Ferrej, Oui. où donc mes parents habitent au-dessus. Oui. J'ai mon frère et ma belle-sœur qui habitent juste à côté. Mes beaux-parents maintenant qui se sont installés, qui sont venus faire leur retraite en Algérie. Ah oui, Donc d'accord. ils se sont installés aussi Ah, c'est sur super. le même terrain. Ouais. J'ai ma sœur, donc voilà, on a communauté, chacun notre maison à nous, mais dans le même périmètre. Ce qui fait que j'ai beaucoup de chance. Mes parents, enfin ma famille s'occupe de mes enfants quand je ne peux pas. Oui. Après, c'est vrai que oui, on a des horaires de fou, mais en même temps, il y a des périodes aussi où on est très disponible. Ouais. Donc ces périodes-là, on les consacre à fond à nos enfants. Ouais. Donc l'un dans l'autre, je pense ils voient autant leurs parents que ceux qui ont des parents qui font du 9 à 5 tous les jours. Fonctionnaire, ouais. Après, ce qui est dur, tout à l'heure, tu disais homme-femme dans le travail. Je le ressens pas avec mes associés, mais c'est vrai que nous on fait pas mal de pubs d'abord pour pouvoir vivre parce que pour l'alimentaire. Mais après, j'ai pas envie de dire qu'on fait de la pub que pour l'alimentaire parce que c'est quand même une très bonne école. Grâce à la pub, on a accès à plein de techniques, il y a des budgets plus importants, donc on teste des caméras, on apprend plein de choses. Ouais. Puis le process est court, donc il faut aller vite, il faut être intelligent. Il y a plein d'intermédiaires, donc il faut pouvoir faire plaisir à tout le monde. Donc moi j'adore faire de la pub, donc je vais pas dénigrer et dire que c'est que pour l'argent que je fais de la pub, c'est pas vrai. Mais après on en fait effectivement parce que sans ça on pourrait pas vivre du cinéma malheureusement. Mais dans la pub, j'ai souvent affaire à des clients qui me demandent par exemple de venir avec mon patron. Eh oui. Et là, je leur dis non, mais vous avez un associé. Enfin, ils ont du mal à s'adresser à une femme, où on ne te regarde pas dans les yeux, où on ne te serre pas la main. Ça arrive souvent, mais je suis pas du genre à me laisser faire, quoi. Donc voilà, la difficulté dans mon métier, elle serait peut-être là. Mais sinon, pas après au niveau des techniciens, au niveau de mes associés, ou là, à ce niveau-là, il n'y a aucun problème. D'accord. La dernière fois que tu as pleuré de rage, c'était quand ? Je pleure pas beaucoup. Ouais. Je suis pas une insensible, hein, mais je pleure pas beaucoup. De rage, peut-être une fois, j'avais subi du racisme. D'ailleurs, ça m'est arrivé qu'une seule fois, et surtout au Canada, ce qui est plutôt rare. Et ouais, là, je suis sortie de mes gonds et j'ai pleuré. En fait, c'était un concept, ça restait un concept, le racisme. Parce que j'ai eu de la chance, mes parents ont choisi le Canada. Et c'est vrai qu'au Canada, c'est cosmopolite. Voilà, il n'y a pas de... Et là, de voir en fait que c'était un truc qui existait réellement, ça m'a... ça m'avait fait quelque chose. Tu avais quel âge ? J'avais peut-être 15 ans, un truc comme ça. Ah ouais. Donc à l'adolescence, au début de construction. Ouais. Et ça t'avait fait pleurer de rage. Ah oui. Ouais. Et la dernière fois, du coup, que t'as rigolé, mais vraiment super bien rigolé. Je ris tout le temps, mais tout le temps. Je crois que d'ailleurs, il y a certains de mon entourage que ça insupporte. Parce que je suis une méga optimiste. J'aime rire, j'aime sourire. Voilà, donc il y en a qui me disent est-ce que tu ris beaucoup comme ça parce que t'es pas sûr de toi, est-ce que je sais pas, j'ai l'impression qu'il y en a que ça énerve, mais je ris tout le temps et je tiens ça de ma mère. Ah, ok. Donc on a cette espèce de rire contagieux. Donc la dernière fois, je vais te dire, c'était il y a peut-être 5 minutes, tu vois. Et du coup, est-ce que tu penses qu'on peut rire de tout puisque tu ris Non. Ah. Alors vas-y, je t'écoute. Non, quand même pas. Non, j'aime pas me moquer du malheur des gens. Non, ça c'est un truc que je sais pas. Mon mari, ça le fait beaucoup rire, quelqu'un qui se casse la gueule. Bon, qui s'est pas fait mal, hein, non, mais lui, ça le fait marrer, ce genre de truc. Moi, mais c'est pas se moquer. Moi, là, ce coup-là, là-dessus, je ris pas. Mais c'est pas se moquer. Quelqu'un qui tombe, non, c'est un peu se moquer, non. Non, je sais pas, se moquer, c'est... Ouais, quelqu'un qui tombe et tu rigoles, c'est se moquer. Je suis pas pour rire de tout, non. Ouais. Non. Il y a certains sujets qui sont
genre sacrées ou pas? Ou c'est des situations ou, Oui, situation, sujet probablement aussi. Pareil, les blagues racistes, des trucs comme ça peut me faire rire parfois, Ouais. mais ça dépend comment c'est amené, par qui c'est amené. Ouais. Tu vois, donc c'est pas... Ouais, non, je suis pas très... Oui, et puis les humoristes des années 80 sont plus les mêmes que les humoristes de 2019. Il y a certaines blagues dans les années 80 qui passaient et on se met aujourd'hui, voilà, ouais, et qui passeraient beaucoup non, c'est moins vrai. maintenant. Non, je suis un peu... Il y a un de mes associés qui me reproche ça, là, de faire dans la censure parfois. Ah Ouais, c'est vrai. Ben, ça revient toujours à ce que je disais. C'est j'aime l'humain, donc j'aime protéger l'humain. Ouais, j'aime t'es dans pas- la ouais. bienveillance. Ouais. Alors c'est marrant que tu parles de censure, parce que la prochaine question c'est est-ce que dans ton travail, Ouais. tu ressens la censure ou plutôt de l'autocensure? Ah, les deux. Ouais. Ouais, Quelle est leur clairement. place en fait dans ton travail? Ben écoute, on a établi ça dès le départ qu'il y avait des sujets auxquels on n'a pas le droit de parler. De toute façon, il y a même un texte de loi qui le dit. Donc, D'accord. on n'a pas le droit d'atteindre la religion, tout ce qui est aussi armée, moudjahid, choses D'accord. comme ça. Donc les corps de l'État? Donc déjà d'entrée, on sait qu'on doit dealer avec ça. D'accord. Après, il y a aussi tout ce qui est baiser, corps, sexualité, tout ça, c'est censuré. Et ensuite, il y a effectivement l'autocensure où on se dit, à chaque fois qu'on sort, il suffit de voir les commentaires, ne serait-ce que sur des pubs ou sur n'importe quel produit audiovisuel, c'est tout de suite, ah mais ça c'est pas assez algérien, ou c'est pas... Comme si il fallait à chaque fois mettre l'identité algérienne en avant, sur tout le temps, constamment. Et c'est quoi Et l'identité c'est pénible. algérienne? Mais justement, c'est quoi l'identité algérienne? Qui a cette réponse? Je sais pas. Moi, pas en tout cas. Je peux pas Est-ce que te c'est répondre. pas nous l'identité algérienne? Ben, c'est nous. Voilà, l'Algérie est plurielle et c'est ce qui est beau, c'est ce qui. Ouais. Donc oui, on a établi ça dès le début et au départ, je te cache pas qu'au début, on le prenait comme un challenge positif en se disant bon, c'est une réalité, on doit dealer avec, soyons créatifs. Essayons de faire des choses chouettes, essayons de faire passer nos messages, mais en étant plus créatifs, plus subtils, plus... Donc au début, c'était excitant. Au bout d'un moment, ça devient chiant. C'est ça. C'est que... Là, on est dans la phase où on est là, bon, stop. Et du coup, est-ce que... donc quand Bang Bang naît, donc c'était créatif, on va essayer, on a des complications entre guillemets de censure et on va travailler avec pour développer notre créativité. Là, on a un peu ras-le-bol de ça, Bang Bang en tout cas. Comment on arrive à... Où vous arrivez, en tout cas, où toi tu arrives à puiser ton énergie pour ne pas baisser les bras? Alors déjà en voyant la motivation des autres, parce que franchement il y a énormément de jeunes qui viennent nous voir, qui veulent bosser, qui sont très 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 motivés. Ouais. Donc déjà on a envie de les faire travailler, on a envie de travailler avec eux. Ouais. C'est très de là, et puis après j'adore ce que je fais, donc j'ai pas eu ce truc de ras-le-bol où j'arrête tout, ça y est. J'ai pas encore eu ça. Peut-être que ça viendra, mais je l'ai pas. J'ai pas encore eu ça parce que chaque projet en fait est différent. Nouveau. Chaque équipe à chaque fois c'est une nouvelle équipe, c'est une nouvelle famille. Donc on peut pas. Enfin on s'ennuie pas quoi. C'est juste. Et puis des fois ça se passe mal, mais on en tire tellement de leçons et on s'améliore sur la fois d'après. Des fois on se plante, des fois ça se passe super bien. Donc non, on fait un métier qui est tellement pas routinier que voilà, j'ai pas besoin de grande motivation. Et du coup, c'est quoi ta plus grande réussite dans ta vie? En tout cas pour le moment. Peut-être qu'il y en aura d'autres, j'espère. Mais là, si tu te poses et tu te dis ma plus grande réussite, c'est...
mais vraiment à égalité. Je sais pas si ça va faire un peu. Enfin, je m'en fous de toute façon. Bah oui. Mais vraiment à égalité, autant mes enfants que d'être arrivé à faire le métier que je fais. Ouais. Ouais. Et du coup, le fait d'avoir des enfants, est-ce que tu penses que la maternité a changé ton prisme dans ton travail ou oui, plus dans ton travail? Oui, clairement. Mais enfin, je pense que ça change tout de devenir maman. Hein. Ça nous change. Ça nous change évidemment parce que d'abord on ne sait pas, on apprend à être maman. Ouais. Avant de les avoir, on est persuadé de savoir très bien gérer la chose mieux que tout le monde. Ouais, c'est ça. Moi j'étais grave dans le jugement avant, en me disant non mais pourquoi ils font ça comme ça, mais pourquoi. Alors que bon, au final tu fais ce que tu peux. Hein. Tu connais l'adage. Il y a un adage qui dit les parents parfaits, c'est ceux qui n'ont pas d'enfants. C'est clair. Je suis bien d'accord avec ça. Ouais. Et du coup, oui, je pense que tu es différent après dans ta profession, dans ton approche envers les autres. Mm-hmm. Ouais, je pense que je suis plus gentille déjà. Oui, c'est une formation de fou d'être maman. Tu le sais, toi, t'en as aussi. Ouais, moi j'en ai deux. Kiff, comme toi, à peu près les mêmes âges, 8 et 4. Voilà, photo. Et est-ce qu'en tant que maman, parce que moi ça m'arrive, des fois je parle avec mes enfants, alors de manière très sèche ou pas, et là je me fais oh, punaise, Taous, on dirait ta mère. Est-ce que ça t'arrive ou pas? T'es en train de reproduire. T'imagines la dernière fois que ta mère t'a dit ça, dans ta tête tu disais elle a rien compris. Alors moi c'est pire que ça. Il y a des fois où je me mets à hurler, mais comme pas possible. Des fois par fatigue, on n'est pas fait de. On n'est pas fait comme des robots, donc c'est sûr qu'il y a des moments où on n'en peut plus et où ils nous rendent dingues, tout simplement. Bien sûr. Et non, moi je me dis mon Dieu. Mais tu t'es vu, on dirait une sorcière, là. Tu t'es transformée en monstre, qu'est-ce qui se passe? Calme-toi, respire 2 minutes. Fais de la sophro et mange détox, tu vois. Mais me dire t'es comme ta mère, là, ce serait un compliment que je me ferais parce que j'aimerais trop être comme ma mère. Je trouve qu'elle a été incroyable avec nous. Ouais. Alors maman, je t'aime, hein. T'es incroyable aussi. Mais des fois. Et quelle a été, ou quelle est toujours en fait, la place de ta maman dans ta vie? Elle est super importante. J'apprends encore d'elle aujourd'hui. Et puis bon, elle s'occupe beaucoup de mes enfants, donc elle est très présente. Et puis non, ma mère, ça a toujours été un exemple. Comme je te disais, elle est tout le temps optimiste, mais même dans les plus grosses galères, elle arrive à te trouver la chose, je sais pas, la chose bien qui va ressortir de ça et à te faire sourire. Et elle est incroyable. Elle a un caractère incroyable. Ouais. Et ton optimisme, tu penses que tu le tiens d'elle? Ah, c'est sûr, oui. Ouais. Oui, c'est sûr. Ouais. Bon, mon père n'est pas quelqu'un de négatif non plus. J'adore papa, je t'aime aussi. Non, mon père aussi n'est pas quelqu'un de négatif, mais disons qu'il est plus nerveux. Ouais. Ma mère, elle est zen. C'est incroyable d'être aussi zen. Je sais pas comment elle fait. Ouais. Et du coup, donc, tu as un frère et une sœur. Ouais. Et ils sont comme toi? On est trois spécimens totalement différents. Non, on a rien à voir les trois. On s'entend super bien. Ouais. Mais on n'est pas du tout pareil. Ouais. Non. Avec les mêmes parents et on n'est pas les mêmes. Ouais. Mêmes parents, même éducation, mais. Je kiffe. Ouais. C'est marrant parce que même mes enfants, quand j'ai eu le deuxième, je m'attendais à ce que ce soit. La même chose que le premier, c'est bon. Et pas du tout. Ouais. Pas du tout. Et c'est beau, c'est ce qui est magnifique. Hein. Ouais. Si on était tous pareils, ce serait chiant. Oui, très très chiant. Exactement.
Qu'est-ce que tu fais si tu en as, Mhm. de ton temps libre? J'avoue que j'en ai pas beaucoup. J'adore lire, j'adore regarder des films, évidemment. Ouais. Je profite beaucoup, beaucoup de mes enfants, comme je te disais, quand j'ai du temps. Et puis, moi, ma passion, c'est les voyages, c'est découvrir le monde, découvrir voilà, les gens, Ouais. les gens qui sont différents Ouais. de moi, voilà, j'adore être dépaysée, j'adore découvrir. Et le premier truc que je fais quand je voyage, c'est avec Thomas, le truc qu'on adore faire, c'est les marchés. Ouais. Parce que déjà, c'est la vraie bouffe et c'est les vrais gens. Ouais. Et j'adore ça. Le dernier pays que tu as visité qui t'a super ému, qui t'a pris aux tripes? Tu vas, je sais pas, tu vas trouver ça fou, mais c'est l'Algérie. Ouais. Ouais. C'est l'Algérie parce que d'abord je connaissais pas. Je suis partie petite et puis je veux dire quand on était petit, on était à Alger, peut-être qu'on a été à Bougie, mais on bougeait pas trop. Enfin quand on bougeait, on quittait le pays, quoi. Oui. Et quand je suis revenue, là, je suis revenue en mode découverte. Donc j'ai fait Jeannette, j'ai vraiment fait nord, sud, est, ouest. Ouais. Et c'est d'une richesse, quoi. Les paysages et puis même les gens, pareil. On est dépaysés dans notre pays, quoi. C'est un truc de fou. Tu vas à Gardaïa, t'es dans un autre monde. Tu vas. Et ouais, le dernier en tête là, c'est l'Algérie. C'est l'Algérie. Ouais. Ouais. Et le plat que tu as mangé et qui t'a marqué? Le plat que j'ai mangé qui m'a marqué. J'aime tout en bouffe, mais alors tout. Tu me poses une colle là, je sais pas du tout quoi te répondre. Le burger de chez McDo. C'est ça, ouais. Non, écoute, j'adore la cuisine asiatique. Je sais pas, j'ai pas de. Et le plat traditionnel algérien que tu aimes le plus? Le couscous de ma maman. Alors elle le fait comment, le couscous, ta maman? Alors je suis nulle en cuisine, mais nulle en cuisine. Je ne cuisine pas. Faut savoir que c'est Thomas qui cuisine. Moi, je ne cuisine pas. Voilà, je sais à peine faire cuire un œuf. Mais il est rouge. J'adore manger, mais je sais pas du tout cuisiner. Ouais, sauce rouge. Sauce rouge. Si je peux te... Le couscous de la maman d'Amina a une sauce rouge. Il y a de la viande dedans? Oui, d'accord. Et des légumes? Yes. D'accord, super. Et le plat préféré de tes enfants? Le couscous. De ta maman, pas de leur maman. De ma maman, évidemment. Oui. Ah, c'est chouette. Dis-moi, Amina, quel est le conseil que tu pourrais donner aux personnes en fait qui nous écoutent et qui voudraient se lancer dans le même métier que toi? Alors, déjà, j'ai envie de dire qu'on n'est pas obligé d'avoir un cursus particulier pour être dans la production. Il faut s'y connaître dans les chiffres, c'est sûr. Mm-hmm. Il faut avoir un sens de l'organisation. Mm-hmm. Mais ce qui est super important, je pense, c'est de pas se laisser. Tu sais, on parle de famille de cinéma, on a l'impression de tous s'aimer et tout ça, mais c'est pas. Moi, c'était un peu dur pour moi dans le sens où quand les gens qui sont déjà là te prennent un peu de haut et je sais pas comment expliquer ça. Donc il faut pas se laisser faire. Il faut foncer. Il faut se dire qu'on en est capable et pas se laisser faire. Ouais. Parce qu'on est très vite rabaissé par ceux qui ont fait une grande école de cinéma ou ceux qui ont déjà fait un film et du coup moi j'ai senti que j'avais besoin tout le temps de faire mes preuves pour me donner une légitimité à faire ce que je fais. Alors que bon,
j'ai quand même fait une école de commerce, je viens quand même d'un cursus de production, même si j'ai pas fait d'école de cinéma. Mais voilà, j'ai toujours eu l'impression de devoir prouver plus que ceux qui sortent d'une école. Le syndrome de l'imposteur. Voilà, exactement, exactement. Ouais. Donc voilà, ne pas se laisser faire et puis aller et puis croire en soi et il faut juste foncer. Il faut foncer et après et moi la reconnaissance au final elle est plus au niveau des techniciens que j'engage que d'autres producteurs ou que de ton corps de métier. Ouais. C'est plus l'équipe avec qui tu bosses. Ouais, c'est mon équipe vraiment. Ouais. Est-ce que tu peux, donc là depuis 3 ans que tu es au niveau de Bang Bang, quel est le projet qui t'a marqué le plus? Est-ce qu'il y a un projet qui t'a marqué le plus et pourquoi? Alors, 2 projets m'ont marqué, les projets marquent tous. Mais après, il y en a un qui m'a marqué positivement et un qui m'a marqué plutôt négativement. Mais c'est pas négatif parce que j'en ai retiré plein de choses. Non, marqué positivement, je vais dire Twiza, le court-métrage de Karim, mon associé Karim Bengana, qu'on a coproduit avec Alexandre Gavras. Et c'était une coproduction juste magnifique. Tu vois, tout à l'heure, je te disais... que voilà, ceux qui sont du métier ou qui ont déjà fait leurs preuves, etc., te prennent de haut, mais alors c'est pas du tout le cas d'Alexandre. On était vraiment, on a travaillé main dans la main. Il a beaucoup plus d'expérience que moi. Il m'a fait confiance. Il m'a appris aussi des choses. Et ça, j'ai adoré. J'ai adoré travailler avec lui. J'ai adoré travailler avec Karim parce qu'aussi les plateaux avec Karim, c'est super sympa. Et puis voilà, l'équipe était... franchement, c'était qu'une succession de feux verts, ce tournage-là. J'ai adoré. Et l'autre en négatif, c'était en quoi? Alors, pas forcément de citer le projet, mais en quoi c'était difficile parce que bon, c'est un projet qu'on a fait rapidement. On avait peu de temps, donc on n'a pas pris le temps de bien se préparer. Mais on s'est quand même, tout le monde s'est donné à fond, tout le monde a fait son maximum. Et à la fin du projet, à chaque fois qu'il y avait des problèmes, ça me retombait constamment dessus, constamment. Et au bout d'un moment, on disait là, quand même, on y arrive, on l'a fait. Soyons heureux de ça. Et puis il n'y a pas eu ça. Donc j'ai appris que voilà, il fallait plus que je fasse des projets trop rapidement. C'est bien de foncer, mais faut bien se préparer. Et puis c'est là où j'ai appris qu'effectivement, quand ça coince, il faut pas y aller. Et moi, c'est vrai que je me dis, bon, une fois que je m'embarque dans un truc, il faut qu'il existe, il faut y aller. Mais des fois, il faut savoir freiner, reculer ou s'arrêter si ça fonctionne pas, quoi. Et là, j'ai trop voulu le faire malgré tout, et c'était à mes dépens parce que ça m'a usé physiquement, moralement. Mais maintenant, je suis très contente d'avoir vécu ça parce que j'ai appris beaucoup. Sur toi? Ouais. Ça t'a permis de mieux t'écouter? Oui, de mieux m'écouter, de me faire confiance, et puis oui, comme je te disais, voilà, de savoir se préparer, savoir dire non, savoir s'affirmer aussi, parce que je me suis trop laissée écraser sur ce projet-là. Je me suis pas assez affirmée. Okay. Parce que j'avais pas encore cette assurance en moi, je me sentais pas légitime. Alors que voilà. C'est dingue, hein, cette légitimité. Ah, c'est horrible. Tu sais, tu parlais tout à l'heure de la difficulté de travailler quand on est une femme, surtout dans un pays comme celui-là. Et c'est vrai que moi, on m'a sorti toutes sortes de choses, quoi. J'ai dû coucher avec un tel parce que si j'en suis arrivée là. Au Canada, j'étais stripteaseuse et je suis venue ici m'inventer une carrière. Enfin, des trucs, mais hallucinants, quoi. Et avant, j'étais susceptible, donc j'écoutais tout ça et je me disais, et je me sentais obligée de... Et aujourd'hui, je m'en fous. Ça, c'est les gamins. Avec les enfants, après, il y a des choses qui te passent vraiment... Oui, c'est ça.
Ça fait Donc, grandir. merci à mes enfants de m'avoir appris à ne plus être susceptible et à s'en foutre de ce qu'on peut penser. Oui, c'est marrant parce que ce truc-là, je le retrouve aussi dans mes entretiens là, de Machaho avec donc des femmes entrepreneurs, tu vois, alors pas forcément dans l'art, dans tout. Et elles me disent généralement, quand les clients arrivent ou quoi, ils me disent oui, est-ce que je peux parler à ton patron, comme ce que tu disais tout à l'heure, ou bien oui, est-ce que ton mari est là ou alors quand elle lui dit non mais en fait c'est moi le patron. Ah d'accord, mais t'es associé avec ton mari. Voilà, c'est ça, ouais. Non mais j'ai pas de mari. Alors tu vois, quand nous on est mariés, on a des enfants, mais il y en a qui sont même pas mariés, tu vois, et qui s'affirment d'autant plus. Et ça, je le retrouve de plus en plus dans les entretiens de Machaho par rapport aux femmes, ce truc-là de... c'est quelque chose de naturel de demander à parler au patron parce qu'il est en train de parler avec sa secrétaire. Ou avec son associé, oui, sa secrétaire ou son assistante, juste parce que tu t'appelles Amina ou Fatima ou Taous ou Amel ou tu vois. Quels sont, alors il y a deux petites questions rituelles à Machaho. La première c'est quelle est ou quelles sont les personnes que tu aimerais écouter à Machaho? Il y en a beaucoup. Alors, je vais citer Riyad Giraud. Oui. Et après, je vais donner une femme aussi quand même. En femme, qu'est-ce que j'aimerais entendre? Alors, une amie à moi qui a fait des études d'oncologie. D'accord. Et qui est maman. Et j'aimerais bien l'entendre parce que elle a des choses à raconter sur le domaine hospitalier en Algérie. Et je pense que ce serait intéressant de partager ça avec tout le monde. Eh ben, tu me mettras en relation avec elle. Avec plaisir. Et ce sera avec grand plaisir. La dernière question, Amina. Qu'est-ce que pour toi, Machaho? Alors franchement, aucune idée. Je me suis dit qu'il fallait que je le Google avant d'arriver. Je ne l'ai pas fait. C'est très bien. C'est très bien parce que ça ne m'intéresse pas. Mister Google, c'est super pour plein de choses, mais pas pour Machaho. Je ne sais pas du tout qu'est-ce que ça m'évoque. J'ai aimé le nom tout de suite. Ouais. D'ailleurs, je pense que ça fait partie de ma réponse positive. Je me suis dit, tiens, un nom qui change de l'ordinaire. Mais après, je sais pas. Je t'avoue que je ne sais pas. D'accord. Et la sonorité de Machaho, qu'est-ce que ça te fait ressentir quand tu écoutes le mot? Tu sais, il y a des mots comme ça qui te susurrent. Si on te susurre Machaho à l'oreille, ça t'évoque quoi? Ou ça te fait ressentir quoi? Alors, tu sais, j'ai fait de la méditation. Oui. Et j'en fais toujours, mais pendant que j'apprenais à méditer, on devait te donner un mantra. Et puis, on n'a pas le droit de le donner, évidemment, mais il sonne beaucoup comme Machaho. Donc, je crois que ça m'a forcément fait penser à ça. Et du coup positif, du coup quelque chose de zen. Et j'adore la zénitude, donc ça me fait penser à ça. C'est cool. Machaho, c'est un mantra. C'est bien. Merci beaucoup, Amina. Merci. À très bientôt. Salut. Merci à notre invitée d'être venue nous raconter sa Machaho. Pour la suivre et prendre contact avec elle, nous vous avons mis toutes les informations dans le descriptif de ce podcast. Si vous avez aimé cet épisode de Machaho, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir les prochains épisodes dès leur diffusion. Vous pouvez aussi nous aider à faire connaître Machaho en parlant autour de vous et en laissant une note ou un commentaire sur l'application de votre choix. Si vous voulez prolonger la discussion, poser des questions, nous suggérer des invités, vous pouvez nous écrire sur les réseaux sociaux, par mail et sur notre site internet.
Merci à vous d'avoir pris le temps d'écouter Meshahon et à très bientôt.